France Inter. Philippe Bertrand. Carnac Campagne, bonjour. Pour conclure le tour d'horizon de solutions proposées dans le département de l'Yonne, je vous soumets encore une entreprise innovante et encore une contribution à la revalorisation de produits non recyclés jusqu'à présent, les collants, encore une autre réalité de produits qui génèrent plus de 7000 tonnes de déchets chaque année. L'entreprise Ecolant, à l'origine de cette initiative, est une des premières à avoir intégré le pôle environnemental d'Auxerre. Et puis nous prendrons des nouvelles de nos confrères de la revue Sans Transition, qui sont justement dans une phase transitoire, dans une période où la presse magazine subit les méfaits de la crise. Carnet de campagne. Le journal des solutions. Éric de La Fontenelle, bonjour. Oui, bonjour. Alors, dans la série Économie circulaire, vous êtes encore un exemple d'innovation sur ces fameux articles que sont les collants. Les collants sont dans des matières non recyclables, si je ne me trompe pas. Bien, effectivement, elles sont dans des matières recyclables. Mais le fil, en fait, mais le collant lui-même, de par sa structuration, en fait, n'est pas recyclable. On n'a actuellement pas de solution pour recycler le collant lui-même. Alors comment faites-vous pour recréer de la matière première pour fabriquer de nouveaux collants ? Alors on a lancé en fait un partenariat avec plusieurs laboratoires académiques de recherche, et on a embauché un chercheur et on en a un deuxième qui va nous rejoindre bientôt. Pour justement, selon des procédés différents, réussir à déstructurer le collant, en fait, qui est tout simplement composé de deux fils. Un fil, on appelle ça du fil guipé, donc un fil, un élastane au milieu pour l'élasticité, et puis du polyester autour. Et donc, en fait, il faut réussir à séparer ces deux matières pour en refaire de la matière vierge qui pourrait être réutilisée pour refaire du collant. Oui. Ou faire autre chose. Principalement... ou faire autre chose, oui, effectivement. À partir du moment où on a récupéré la matière, le polyester, on peut en faire ce qu'on veut. Ouais, alors pardon pour l'allusion, mais la start-up Ecolant a décollé rapidement. Il a décollé grâce à un investissement de 500 000 €, entre autres d'aides publiques avec un incubateur régional, la BPI France, et la région Bourgogne-Franche-Comté. Oui. Exactement. Comment vous avez gagné cette confiance ? Parce que c'est important comme investissement déjà. Il y a deux choses, je pense, qui ont joué dans cet accompagnement. À la fois le fait qu'on soit une jeune start-up innovante avec un projet qui est complètement, on va dire, dans l'air du temps, l'économie circulaire, le recyclage, le Made in France, trouver vraiment quelque chose qui est exactement en ligne avec les investissements que souhaite faire l'État, premièrement. Et puis, je pense aussi, c'est le fait que l'idée soit un projet industriel déjà structuré, puisqu'en fait, le concert d'associés, c'est la difficulté parfois pour des startups, c'est de passer à l'échelle. Nous, derrière, on a quand même un industriel créateur, fondateur de l'entreprise qui est dans l'industrie du collant depuis 20 ans, qui vend des collants sur le marché plus traditionnel. Et donc d'autres associés qui sont aussi dans l'industrie textile classique, et donc en fait ça crédibilise largement le projet, et en parallèle de la recherche, on a aussi lancé des gammes de produits qu'on a déjà mis sur le marché et qui nous rapportent un chiffre d'affaires et qui crédibilisent aussi le projet. Ce qui me surprend de plus en plus de la part d'entreprises comme la vôtre innovantes, c'est que vous ajoutez à cela un volet social par l'insertion. On pense qu'aujourd'hui il y a une rupture, il y a une rupture, et puis quitte à faire une rupture, autant aller au bout, et effectivement, c'est pas son problème. Aujourd'hui, trouver un volet pour faire travailler l'économie solidaire, faut trouver quand même, faut jongler à la fois avec des gens qui vont quand même nous apporter un vrai service. Il faut donc quitte à faire une rupture, vraiment trouver la boucle complète, c'est-à-dire de la production de A à Z en France, ouais. Ce qui n'est pas une mince affaire, puisque aujourd'hui, le fil, c'est difficile de le faire encore produire en France, de convaincre des industriels, et puis en même temps, quitte à faire une boucle complètement Made in France, autant s'appuyer aussi
sur un volet social qui sont en rupture un petit peu avec les chaînes traditionnelles. Oui. Alors, le pôle environnemental, c'est un plateau d'entreprises vertes comme la vôtre ? Alors c'est un projet qui a été lancé par effectivement la ville d'Auxerre, qui a pour but de vraiment effectivement permettre de lancer des entreprises innovantes et dans l'économie sociale et solidaire aussi. Pour l'instant on est deux ou bientôt trois, je crois, d'entreprises sur le pôle. Il y a encore largement de la place et je pense qu'effectivement c'est un super endroit qui est à la fois hyper accueillant et je pense que on comprend pas trop pourquoi il n'y a pas d'autres entreprises qui viennent nous rejoindre. On est prêt à avoir plein de camarades de jeu sur ce pôle qui est vraiment très très sympa. Ouais. Et prochainement, installation dans Lyon, en tout cas on l'espère, d'un centre de tri, d'une usine de production dans la région, au nom d'Ecolan. Le site c'est ecolan.fr. Encore une start-up qui nous plaît drôlement bien. Merci Eric et bonne chance à Ecolan. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. France Inter, carnet de campagne. Le courrier d'un fidèle auditeur et correspondant des carnets, Michel, merci Michel, depuis le sud de l'Essonne, nous donne des nouvelles de la transition alimentaire qui se déploie à grandes enjambées dans ce territoire. D'une première AMAP ouverte en 2017, une seconde, puis une troisième sont entrées en activité. Mais comme si cela ne suffisait plus pour répondre aux demandes, un service de commande groupée sur le net a été mis en place, un site a été créé également au nom de l'association Éco-Jolie Terre Vivante. Mais ce n'est pas fini puisqu'un magasin de producteurs vient d'ouvrir ses portes dans la commune de Duisson-Longueville, 1500 habitants. Un panier solidaire est proposé aux familles en situation précaire. Entre parenthèses, elles paient 10% de l'abonnement à la MAP grâce à la subvention de la CAF. Michel ajoute qu'une livraison dans les villages est organisée pour les personnes âgées ou sans moyens de locomotion. Enfin, décidément, des ateliers recettes et cuisine sont proposés aux personnes intéressées et une action éducative. Un jardin dans chaque école appuyé par des animateurs professionnels est en cours auprès des enseignants et des élèves, soit déjà 16 écoles inscrites. À noter que toutes ces dispositions répondent à une réalité propre à cette partie sud de l'Essonne, à savoir les 2/3 des 80 communes concernées ne possèdent plus aucun commerce. Le site c'est Éco-Jolie Terre Vivante .socléo.org. Julien Deséco, bonjour. Bonjour Philippe. Je rappelle Julien que vous êtes directeur de publication du magazine Sans Transition, la revue engagée du local au global. On avait lancé un appel parce qu'en fin de cette année 2021 qui vient de s'écouler, il y avait urgence en matière de survie de la presse magazine. Alors, il y a différents arguments. D'abord, vous avez été, vous aussi, victime de la crise sanitaire ? Oui, clairement, puisque une partie des événements, en plus de la revue que nous organisons au sein de notre coopérative, forcément ont été impactés et voire annulés. Il y a un impact économique sensible pour nous, mais comme pour l'ensemble de la presse papier et des organes de presse qui organisent des événements et qui sont touchés par ce Covid, bien sûr, qui n'épargne personne en ce moment. Et c'est vrai que la presse indépendante, c'est vraiment ce à quoi on croit. On voit aujourd'hui que, et c'est l'objet de mon édito d'ailleurs du dernier numéro, que cette presse indépendante est menacée à l'heure où de plus en plus de médias se concentrent et où de moins en moins utilisent ce label presse indépendante. Alors oui, c'est quelque chose de très important pour nous. Non, on ne vendra pas le média, on préférera arrêter. Mais avant d'en arriver là, on a fait le choix de lancer une nouvelle formule qui va, je l'espère, nous permettre de rebondir par ces temps complexes. Ouais, j'ai entre les mains donc le numéro 33, janvier-février 2022. Donc ce sera le dernier format de l'ancienne formule, puisque vous allez passer en trimestriel. Oui, on va passer sur un numéro thématique. On a aussi fait le constat que nos lecteurs sont au fil des années montés en compétences, à force de nous lire et de lire plein de nos confrères autour des questions de l'écologie, et notamment de l'écologie scientifique, politique, et on a envie de les accompagner dans cette montée en compétences en proposant un thématique, plus d'une centaine de pages, chaque trimestre, pour plonger au cœur d'un sujet et l'explorer avec, bien sûr, cette exigence journalistique et cette logique d'indépendance. Alors, dans cette revue et cette édition janvier-février 2022, en page titre « L'agriculture, la relève ou la fin FAIM », avec la question du renouvellement
des générations en agriculture. C'est un point extrêmement important, cette question du renouvellement. Dans les années qui viennent, une très grande majorité des agriculteurs vont partir à la retraite et les nouveaux seront-ils suffisamment nombreux pour compenser? Eh bien, malheureusement, il y a des études qui montrent que ça va être difficile d'arriver à compenser. Il y a un engouement qui baisse pour l'agriculture. Alors, comment redonner envie aux jeunes de se lancer en agriculture? Ça va être un des enjeux très très importants à court terme. Et puis aussi comment, et ça c'est le côté espoir, comment peut-être l'agriculture biologique va prendre son essor là-dedans. Il y a 3 jeunes sur 4 qui veulent s'installer en agriculture biologique. Ça c'est vraiment un point qui donne de l'enthousiasme pour une transition agricole. Alors il y a un dossier, c'est une enquête là dans le magazine, de l'éolien à tout vent, point d'interrogation, avec cette fameuse crise en ce moment, parce que je trouve que l'éolien est l'objet de plus en plus de critiques qui viennent de part et d'autre. On n'a que 8000 éoliennes sur notre territoire. Je dis que parce que, comme vous le signalez dans l'enquête, par rapport à des voisins européens, nous sommes un petit peu en retard, si on peut le dire comme cela, mais le problème que l'on entend en fait depuis longtemps, mais qui prend de plus en plus d'écho aujourd'hui, c'est l'intermittence de la production, c'est le problème de stockage, c'est le coût, et puis c'est surtout aussi le démantèlement de ces engins. Oui, tout ce que vous venez de dire est vrai, Philippe. On pourrait faire le parallèle avec le nucléaire. On pourrait donner tous les points négatifs les uns après les autres, et je parle même pas du démantèlement et des déchets. Donc il n'y a pas d'énergie propre, il n'y a pas d'énergie parfaite. Il n'empêche que la question, les points que vous venez d'évoquer doivent être résolus. Et au moment où la planification énergétique de la France envisage de déployer les éoliennes sur les territoires. Il y a un dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui est rendu le 30 novembre. La France doit augmenter de 40% sa production d'énergie éolienne. Alors forcément, la question de l'acceptation sociale, c'est un des points qu'on aborde dans le dossier, mais aussi du recyclage des éoliennes, de l'intermittence, doit être travaillé et bien approfondi. Et aujourd'hui, le compte n'y est pas et il y a effectivement plein de mécontents à juste titre sur ces points précis. Merci pour ces informations, Julien, et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à lire Sans Transition, la revue engagée du local au global. Grâce à vous, la nouvelle formule va sortir des imprimantes très rapidement, enfin dans quelques semaines, avec cette équipe. À l'origine, c'est une coopérative bretonne, Sans Transition, et l'esprit coopératif continue à dominer la revue, évidemment Sans Transition, magazine.info pour l'adresse. À très vite, Julien. À bientôt, Philippe. Avant le jeu, retour dans l'Yonne, dans un territoire à fort patrimoine, aux portes du Morvan et à 2 pas de Vézelay, à Pierrepertuis, 110 habitants, siège de la scène Faramine, un lieu très particulier de convergence et de rencontres qui combine un théâtre en extérieur et une résidence de création. Chaque année, cette association de promotion du spectacle vivant organise le festival L'Art est dans le Pré, mais pour en savoir davantage, il faudra attendre le retour des beaux jours et de l'été. Pour l'instant, l'association lance pour la 2e année un appel à projet de résidence artistique. La durée des accompagnements en résidence va de 5 à 15 jours. Le gîte et le couvert sont assurés sur place. À noter que les dossiers doivent être déposés 5 mois minimum avant la période souhaitée. Vu le cadre, on a vraiment envie d'y poser ses valises. Allez voir le site, c'est faramine.com. Avant donc de nous séparer définitivement, je rappelle que nous sommes preneurs d'informations sur les initiatives et solutions du côté de la Drôme, du Rhône et de la Savoie, prochaine destination du jeu et des carnets. Et puis vous pouvez nous écrire aussi de tous les autres départements. Merci à Joël Levert, merci aux techniciennes de France Inter. En l'occurrence, merci aujourd'hui à Laurent Baudouin.